Nous survolons l'immense dune blonde du Pilat. Elle est entourée d'une vaste forêt vert foncé. Au loin, scintille le bleu de la mer. Puis nous planons au-dessus de la forêt. Nous approchons d'une fleur qui pousse dans le sable. Deux petites filles en parka rouge vif jouent sur la dune. Un oiseau marin décolle et s'élève au-dessus de la mer. Les visages des intervenants que nous allons écouter apparaissent. Le titre du film s'affiche « Les gardiens de la dune ». Voici Nathalie Leyondre, présidente du syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat. Notre rôle ici au syndicat, nos actions, sont d'assurer la gestion publique des terrains qui appartiennent à la fois au grand site et puis également de gérer les terrains qui appartiennent au conservatoire du littoral. Une femme gravit un sentier sableux. C'est Clémentine Brachet-Sergent, inspectrice des sites. La dune du Pilat fait partie des 2% du territoire au niveau national qui a été protégé par la loi de 1930. C'est une loi qui a un peu l'équivalent des monuments historiques, mais pour les sites et monuments naturels. Le premier classement de la dune du Pilat remonte à 1943. C'est à cette époque qu'on a choisi de la protéger pour son caractère pittoresque. Quand quelqu'un a un projet qui va impacter ou modifier le paysage, mon rôle, ça va être de l'accompagner pour faire en sorte qu'il se fasse en cohérence avec l'esprit des lieux, avec l'intégrité du paysage qu'on a cherché à protéger. Mon rôle, c'est de faire en sorte que l'évolution du paysage ne nuise pas à son caractère remarquable, à sa beauté. C'est-à-dire que c'est un paysage particulièrement spectaculaire qui est constitué par la hauteur de cette dune, par le contraste qu'il y a dans le paysage entre le sable, la forêt et la mer, par la vue qu'on a sur le bassin d'Arcachon. Nathalie Madrid, déléguée de rivage Aquitaine au Conservatoire du Littoral. Vert, blanc et bleu. Voilà, les couleurs du site. La mission du conservatoire, plus particulièrement, est d'acquérir des terrains sur le littoral, à la fois pour les préserver de l'urbanisation et en valoriser la biodiversité, et aussi pour les ouvrir gratuitement au public. Des randonneurs arpentent la dune en file indienne. Le partenaire le plus important pour le Conservatoire du Littoral, sur les sites où il intervient, c'est son gestionnaire. C'est son partenaire privilégié. Notre gestionnaire est le syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat, qui en plus a l'avantage d'accueillir en son sein les trois collectivités les plus importantes pour le territoire, qui sont la commune d'une part, le département d'autre part et la région, chacune portant des politiques en faveur de la nature. La présidente reprend la parole depuis les flancs de la dune. Comment trouver l'équilibre entre la préservation de ces milieux naturels qui sont très fragiles, l'accueil du public qui est bien entendu dans notre ADN, mais également le développement local. C'est un enjeu majeur que nous gérons ici au quotidien au site de la dune du Pilat. Un groupe d'enfants munis de sacs à dos gravit joyeusement la dune. Un petit garçon avec une casquette tombe en riant. La petite fille au blouson rose franchit péniblement les derniers mètres qui la séparent du sommet. La présidente poursuit. L'objectif, c'est d'organiser l'accueil des visiteurs et d'améliorer les conditions d'accueil. C'est pourquoi nous avons requalifié l'aire d'accueil et le village de cabanes. La crête de la dune apparaît, avec 3 arbres ensevelis par le sable. Le paysage contraste maintenant avec la paisible scène précédente. Derrière la dune, une fumée recouvre la forêt. Des canadaires traversent le ciel et larguent de l'eau sur les arbres. L'inspectrice des sites nous explique. Cette forêt unique a malheureusement été fortement touchée par l'incendie de juillet 2022. Et on espère pouvoir encore voir ses caractéristiques particulières en termes de biodiversité, d'hétérogénéité des âges, puisqu'on avait des arbres qui étaient tout petits et puis on en avait d'autres qui avaient plus de 120 ans, ce qui est tout à fait remarquable et tout à fait différent du reste du peuplement des Landes de Gascogne. Nous suivons maintenant la déléguée de rivage sur le terrain. Où on va réaliser des inventaires de sites, faune et flore, pour savoir dans quel état se trouvent les parcelles aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a sur place, quels sont les enjeux qu'on identifie, et tout cela pour permettre derrière de définir des enjeux et un plan d'action. Nous approchons d'un tronc calciné, d'arbres noircis, mais aussi d'une jeune repousse au pied d'un arbre mort. Après un nouveau survol de la forêt sinistrée, nous arrivons sur la plage avec un gros plan d'une plante grasse aux feuilles dentelées, bordée de petits picots. Un botaniste barbu progresse ensuite sur la dune
Il prend des mesures et des notes. Une voix off commente. Véritable archive naturelle, la dune du Pilat constitue un sujet très important d'étude pour les milieux universitaires et scientifiques. Les géologues, les botanistes, les archéologues trouvent ici à la dune un terrain très important d'études et de recherche. Le Conservatoire botanique a plusieurs grandes missions. La première, c'est celle de la connaissance de la flore sauvage et des habitats naturels, qui passe par des inventaires. La deuxième mission, c'est celle de la conservation. La troisième mission, c'est celle de la valorisation et de la gestion des données floristiques ou d'habitats qui ont été collectés. La quatrième mission, c'est celle de l'appui technique auprès des collectivités territoriales, des établissements publics, de l'État. Et la dernière mission, c'est celle de la sensibilisation et de la communication. Nous venons d'entendre le botaniste Aurélien Caillon du Conservatoire national Sud-Atlantique. Un groupe d'enfants se promène sur la dune avec une guide nature. La présidente reprend la parole. Les activités d'éducation à l'environnement et de médiation culturelle que nous effectuons ici sur ce site de la dune du Pilat visent à sensibiliser nos publics à préserver ce site très fragile. Pour gérer ce site au quotidien, nous avons une équipe d'agents qui entretient ce site et qui accueille les visiteurs. Quelques exemples: ramassage des déchets au quotidien, pose de ganivelle, suivi naturaliste. Myriam Darmenté, conteuse pour le site, joue du piano à pouce sur la dune. Elle nous parle, assise sur un rocher. Quand je viens sur la dune pour raconter des histoires, c'est pour le côté émotionnel qu'apporte le conte, pour sensibiliser les publics à la dune, à ce qu'elle est, son histoire. Voici une pomme de pin, mais pas n'importe laquelle. Elle a 4000 ans. La conteuse nous présente la pomme de pin. Mon travail sur le site de la dune du Pilat est de valoriser le lieu, de valoriser la biodiversité. Ce n'est pas que du sable, il y a des êtres vivants qui vivent dessous, dessus, à côté. Des fourmis, un criquet, cheminent sur le sable. Des coquillages amoncelés gisent sur la plage. Un oiseau prend son envol puis rejoint un de ses congénères. Des empreintes d'animaux sont imprimées dans le sable. Nous retrouvons le botaniste qui observe de hautes herbes. Un exemple, c'est l'Oya, qu'on appelle localement le gourbet. Et c'est l'espèce emblématique. Elle est adaptée puisqu'elle va avoir un système racinaire souterrain qui va descendre très profondément dans le sol. Donc elle va former en quelque sorte le squelette de la dune et permettre l'implantation d'un tas de végétaux. L'inspectrice des sites reprend. Quand on regarde plus attentivement, on voit des petits détails qui pourraient échapper au premier regard, notamment toutes les traces qui montrent que la dune avance, comme les arbres qui se font ensevelir petit à petit, ou les bunkers qui sont de guingois, alors qu'ils n'ont pas bougé, c'est la dune qui a bougé. La dune, elle danse, elle roule sur elle-même, elle cache et elle révèle. Le vent souffle et soulève le sable sur des reliefs dunaires. Nous survolons de nouveau le site, puis la mer qui fait miroir avec le ciel. Nous approchons la crête de la dune de très près. Épurée et graphique, elle trace une ligne sinueuse. Sur la dune, le botaniste poursuit son travail parmi la végétation. L'œil attentif du visiteur pourra observer une petite fleur jaune, qui est le joyau de la dune du Pilat, c'est-à-dire qu'on la retrouve qu'ici dans le monde. D'où l'intérêt de la préserver, d'éviter de la piétiner, de la ramasser et de se contenter de la prendre en photo. Il s'agit de la linaire à feuilles de thym. L'inspectrice des sites intervient. On peut observer des résurgences d'eau douce au pied de la dune qui font qu'on a des espèces naturelles tout à fait uniques en milieu dunaire. Et on peut aussi voir par exemple les paléosols qui sont issus de l'histoire de la dune. Des excroissances saillent de la dune, puis la conteuse réapparaît, suivie de la déléguée de rivage et du botaniste. C'est une dune de sable qui a son histoire, qui nous permet de voir un merveilleux panorama, c'est vrai, mais qui est fragile, qui est sensible, qui évolue. Ici, ce qui est important pour la dune du Pilat et ce qui en fait un site quand même assez exceptionnel, c'est sa dynamique naturelle, qui est liée d'une part à l'érosion côtière, donc aux phénomènes liés aux marées, à l'océan, et puis aussi à l'évolution liée à l'éolien. Toutes ces dynamiques-là, en fait, inscrivent la dune
dans un site vraiment assez emblématique de cette évolution du trait de côte et de ce recul dunaire. Une des thématiques importantes de notre plan de gestion que l'on va construire avec nos partenaires, ça va être la question de l'adaptation au changement climatique. Ces arbres adaptés déjà à des milieux qui peuvent être secs, très filtrants, puisqu'on est sur des dunes, du coup, pourront apporter des ressources génétiques qui seront éventuellement et probablement les réponses au changement climatique qu'on connaît dès aujourd'hui et qui s'accentueront et s'intensifieront dès demain. Et nous, notre rôle avec notre gestionnaire et nos partenaires sur le site, c'est vraiment de transmettre aux générations futures ces espaces naturels, à la fois aujourd'hui être gardien de cette nature et de ce qu'elle deviendra demain. Et pour finir, dernière petite question. Nous retrouvons la guide nature et son groupe d'enfants assis sur la dune. Elle leur montre un os de seiche. Une petite fille brune a l'air heureuse et concentrée. Les enfants posent pour une photo. Ils font des grimaces. La conteuse puis l'inspectrice des sites reviennent à l'écran. Alors quand on vient voir la dune, même si au départ on pensait juste monter, courir, descendre, on ne repart pas comme on est venu. Les sites classés, ce sont des lieux de beauté et des lieux de mémoire. L'objet de la loi 1930, c'était de faire en sorte qu'on puisse contempler ces sites à travers les âges. Et j'espère que ce sera le cas de la dune du Pilat pendant encore de nombreuses décennies. Le soleil se couche sur la dune, des gens marchent dans la lumière du soir, une empreinte de pas dans le sable. Les intervenants concluent. Pour moi, le message essentiel ici, à donner à un visiteur, c'est quand on vient ici, on traverse une histoire. À notre belle dune du Pilat, qui est la dune blanche, que l'on nomme aussi la dune vive. Nous souhaitons, à travers toute cette gestion quotidienne mise en place, toutes ces actions, que les visiteurs retiennent une émotion intense de leur venue à la dune du Pilat. Coucher de soleil sur le bassin d'Arcachon au niveau de la plage, puis la caméra glisse sur la crête de la dune. La mer revient ensuite en vue aérienne. Au sommet de la dune, un couple contemple le couchant. Le soleil descend de plus en plus sur l'horizon. Le sable devient gris, le ciel rose. La mer est comme un métal liquide. Le soleil disparaît totalement. La dune est maintenant noire et, derrière elle, le ciel flamboie encore. L'écran s'éteint, c'est la fin. Comment s'est formée la dune du Pilat ? La dune est un véritable millefeuille retraçant 4000 ans d'histoire. Cette accumulation s'est formée en plusieurs étapes. Des périodes de climat froid et venteux ont entraîné le déplacement des sables. Elles se sont alternées avec des périodes plus chaudes et humides, propices au développement de la végétation, comme des pins sylvestres, bouleaux, noisetiers ou chênes. Quand le climat devient plus sec, les premiers sables côtiers entraînés par les vents recouvrent la forêt. Les premières dunes se forment. Le climat redevient favorable, une végétation similaire se développe. Au fil du temps, la végétation disparaît et apparaît en fonction des évolutions climatiques. À partir du XVIe siècle, des vents puissants créent une nouvelle série de dunes appelées dunes modernes. Elles ensevelissent les anciennes dunes et forêts, mais aussi les cultures. Ainsi, naît la dune de la Grave, haute de 80 mètres. Cette dune grandit sous l'effet du vent. Pour limiter l'avancée des dunes sur les landes, les hommes plantent des pins maritimes sur ordre de Napoléon III. La dune de la Grave se fixe grâce à cette forêt cultivée. Sous l'effet de l'érosion marine, la mer avance. Le sable se déplace fortement. La forêt est recouverte par 20 à 30 mètres de sable. Elle disparaît de nouveau. En conséquence, la dune de la Grave se remet en mouvement. Elle se transforme et donne naissance à la dune du Pilat. Les grains de sable de la plage sont portés jusqu'au sommet, puis tombent attirés par la gravité. Ce phénomène explique la forme asymétrique de la dune. Aujourd'hui, la dune du Pilat se déplace encore, comme si elle roulait. La forêt est recouverte de 1 à 5 mètres de sable par an selon les endroits. Peut-on voir les anciennes forêts recouvertes par le sable ? Au fil des siècles, les forêts sont ensevelies par les mouvements des dunes. Elles sont transformées.
Aujourd'hui, on peut observer ces sols fossilisés, appelés paléosols. Le premier date de la fin de la préhistoire. Témoin des sols marécageux des Landes, il conserve de nombreuses souches et restes de végétaux. Il repose sur de l'alliose très visible. Cette matière noire est composée de sable et d'oxyde de fer qui lui donne cette couleur rouge par endroits. Le deuxième date de l'âge du fer, moins 800 à moins 550. Les archéologues ont découvert une urne funéraire provenant des civilisations qui exploitaient le sel ici. Le troisième correspond au paléosol Henri IV. Il révèle les traces de l'occupation humaine sédentarisée avec ses débris de cuisine, caractérisés par des amas de coquilles à observer dans le sable. Le quatrième date des campagnes de plantation du XIXe siècle. Il recèle des débris de pots en terre qui servaient à récolter la résine. Cette activité est appelée le gémage. Pourquoi la dune du Pilat est-elle la plus haute d'Europe ? Sa taille spectaculaire est liée à son emplacement. Elle se trouve dans un endroit précis, au cœur de courants et de vents forts qui transportent et déposent du sable ici. La dune est située à l'embouchure du bassin d'Arcachon. Ce passage lie l'océan Atlantique à cette lagune qui oscille entre 174 km² à marée haute et 60 km² à marée basse. Tout le long de la côte océane, un courant marin nommé la dérive littorale descend vers le sud. Lorsqu'il ralentit devant cette large échancrure du bassin aquitain, il dépose du sable. Des bancs de sable s'accumulent avec ce courant marin. Avec le temps, les sables se regroupent pour former des dunes continentales dans les terres et des dunes côtières face à l'océan. Certaines dunes ont évolué, comme la dune de la Grave, devenue dune du Pilat au XXe siècle, haute de plus de 100 mètres aujourd'hui. Si on connaît le passé de la dune, son avenir est incertain. De nombreuses personnes y travaillent ensemble pour s'intéresser à son devenir. Le sommet de la dune du Pilat apparaît en contre-jour. Le soleil se lève au-dessus de la forêt, le ciel est orangé. La forêt semble noire contre un soleil flamboyant. Le soleil est maintenant plus haut et caresse la dune côté forêt. Nous survolons la crête de la dune, à gauche la forêt, à droite l'océan. Le titre s'affiche « La dune au fil de l'année ». Dans la lumière du matin, un coquillage repose sur le sable. Une femme marche dans la forêt. L'image est floue. Elle avance maintenant de dos. Elle porte un bonnet rose et un anorak bleu. Focus sur des champignons. À la sortie de la forêt, un homme se tient sur la dune. Puis, nous nous élevons au-dessus d'une file de promeneurs qui gravit la dune au loin. De nouveau, nous suivons la femme qui marche dans la forêt. Elle émerge de la forêt pour arriver sur la pente de la dune. Des oiseaux migrateurs passent dans le ciel, c'est l'automne. Le vent se lève, pousse les nuages dans le ciel et secoue les branches des pins. Sur la dune, il sculpte des reliefs dans le sable qui s'élèvent comme un brouillard doré. De hautes herbes surmontées d'un plumeau se balancent. Un oiseau traverse le ciel. Puis nous arrivons sur une vue aérienne du bassin d'Arcachon. La mer et un banc de sable font miroir avec le ciel. Toujours en survol, nous parcourons une surface sableuse avec des traces de pas et des reliefs. Nous approchons de concrétions sculptées dans le sable. Des ruisselets d'eau s'écoulent du sable, puis sur un sol plus compact, noir et rouge. Coquillages et insectes apparaissent lovés dans le sable. Nous survolons de nouveau la dune ridée par le vent. Une unique trace de pas s'étire vers l'horizon. La femme en anorak bleu gravit la dune. Elle porte maintenant un t-shirt et un pantalon léger qui annoncent le printemps. Le rivage en bord de dune apparaît ensoleillé. Les pins sont verdoyants sur le ciel d'un bleu lumineux. Nous parcourons dès lors la dune où la végétation est de retour, herbes, arbustes secs et fleurs. Nous approchons très près du sable. Les grains ressemblent à de minuscules cailloux. Une fleur rose et blanche déploie ses pétales sur la dune. De petites fleurs jaunes tremblent dans la brise. Nous retrouvons la femme qui termine son ascension par une volée de marche vêtue d'une robe d'été. Arrivée
Arrivée au sommet de la dune, elle passe devant des couples assis qui contemplent le coucher de soleil. Elle s'arrête à son tour. La lumière du couchant se reflète dans ses yeux. Elle plonge la main dans le sable et en égrène une poignée. Le soleil est de plus en plus bas sur la mer. Il rougeoie puis disparaît. Écran noir, fin du film. Ce château de sable est magnifique. Savez-vous que le sable de la côte aquitaine provient majoritairement du Massif central et des Pyrénées? Remontons 18 000 ans en arrière. Pendant cette période glaciaire, le niveau marin dans le golfe de Gascogne était alors à 120 mètres environ en dessous du niveau actuel, soit à plus de 150 km de la côte. On appelle tout cet espace, désormais recouvert par la mer, le plateau continental. Dans les montagnes, sous l'effet du climat qui était alors froid et aride, la glace, le vent, la pluie et les séismes ont provoqué l'érosion des roches. Ces roches, de différentes tailles et compositions, ont été transportées par les cours d'eau, parfois sur plusieurs centaines de kilomètres, les transformant peu à peu en sable. Certaines ont été déposées dans les terres, d'autres ont voyagé jusqu'au plateau continental. Lorsque le niveau de l'océan est remonté, il a emporté et organisé le sable accumulé sur le plateau continental, constituant ainsi nos plages et, sous l'effet du vent, nos dunes. Regardons maintenant notre sable au microscope. Vous voyez, il est essentiellement constitué de quartz et parfois de minéraux lourds comme le fer. Mais sa composition, la taille et la couleur de ses grains ne sont pas exactement les mêmes sur toute la côte aquitaine. Il diffère en fonction de la provenance du sable et du façonnage par l'eau et le vent au fil de son histoire. Il existe ainsi autant de sables différents que de roches sur la planète. Aujourd'hui, le climat a changé. Il est devenu plus tempéré sur le continent, ce qui a réduit l'érosion des roches. L'apport de sable a donc considérablement diminué. Cette diminution est la principale cause de l'érosion des côtes en Aquitaine. Mais heureusement, sous l'action des vagues et du vent, le sable reste le plus souvent mobile et peut ainsi s'adapter naturellement à l'évolution permanente du climat. Bien sûr, il faut rester vigilant, car l'action humaine freine aussi parfois l'apport et le mouvement du sable sur nos côtes. Vous ne verrez sans doute plus le sable comme avant. Eh bien, le sable se faufile vraiment partout. D'ailleurs, savez-vous que le sable de nos plages se déplace constamment? Suivez-moi, je vais vous montrer. Tout au long de l'année, le sable est mis en mouvement par ce qu'on appelle les agents dynamiques. Ils sont en quelque sorte ces différents moyens de transport. Il y a les vagues, les marées et le vent, ainsi que les courants qu'ils génèrent. Les vagues transportent le sable vers la plage ou au contraire vers le large. Elles provoquent aussi un courant marin appelé la dérive littorale. Sur nos côtes, les vagues d'ouest et de nord-ouest orientent principalement ce courant vers le sud. Ils déplacent et déposent le sable le long de nos plages. Les marées produisent aussi des courants qui sont plus importants dans les embouchures car ils se conjuguent au débit d'eau continental. Enfin, le vent peut également générer des courants marins et déplacer du sable sec sur la plage et sur la dune. En fonction des agents dynamiques et de l'énergie déployée, le mode de déplacement du sable varie. À faible intensité, le sable oscille sur place. Si l'énergie augmente, il roule dans le sens du courant ou du vent, puis il se déplace en sautant. C'est la saltation. Et lorsque l'énergie est très forte, il se déplace en suspension, charrié par des colonnes d'eau ou d'air. L'aspect de nos côtes sableuses évolue au gré des saisons. En hiver, les vagues, plus puissantes, arrachent le sable des plages. Elles sont alors plus basses, avec une pente douce et régulière. En été, la météo plus clémente permet au sable d'enrichir de nouveau les plages. Elles se rehaussent, leur pente est plus forte, et le sable accumulé dans les petits fonds pendant l'hiver remonte progressivement pour former des bermes ou bourrelets sableux. Le vent participe aussi activement à réensabler les hauts de plage et les dunes. La bonne santé de nos plages repose sur l'équilibre du système sableux.
Lorsqu'il y a autant de sable qui rentre dans le système qu'il en sort, il est en équilibre dynamique. Ce n'est généralement pas le cas en Nouvelle-Aquitaine. De plus, lorsqu'il est contraint par les ouvrages ou les falaises, le sable ne peut pas toujours se déplacer librement. Les plages s'abaissent ainsi progressivement et reculent vers les terres. À nous d'être vigilants et de tenter de rétablir cet équilibre lorsque c'est possible. Je suis une curiosité géologique au cœur de gorges méditerranéennes. Je suis une montagne au centre de Provence qui a fasciné artistes et visiteurs du monde entier. Je suis un marais paisible, façonné par l'alliance délicate de la nature et de la main de l'homme. Nous sommes des territoires vastes et authentiques, où des générations entières vivent, travaillent, transmettent une histoire et imaginent un futur. Nous sommes des sites connus et reconnus, parfois intimes, parfois spectaculaires, où l'on vient se ressourcer, s'émerveiller dans les forêts, sur les sommets et au cœur des villages. Notre paysage évolue, naturellement et sous l'action des hommes. Chez nous, chacun est le bienvenu. Chez nous, des hommes et des femmes sont engagés au quotidien pour préserver et partager ce qui fait notre caractère unique. Nous sommes plus qu'un simple panorama. Nous sommes les grands sites de France.